La région parisienne vue du ciel. Le président de la République la découvrira ainsi de son hélicoptère cet après-midi, quand il sera sur le point de conclure cette journée consacrée à la visite des 5 préfectures nouvelles et des nouvelles cités de la région. Une visite qui se situe au 10e anniversaire du district de la région parisienne, le maître d'œuvre du projet de desserrement de Paris. Mais si nous prenons de l'altitude pour commencer cette édition spéciale de Télémidi, nous n'ignorerons pas, et M. Pompidou non plus sans doute, les problèmes que pose un aussi vaste projet. Problèmes humains, adaptation du cadre de vie et de travail à l'homme, tout était à créer, les villes surgissent, ont surgi, on est à l'heure d'un premier bilan. Nous sommes à Créteil, l'une des 5 nouvelles préfectures, celle du Val-de-Marne, 3e étape d'une visite présidentielle qui en comptera 8 en un peu plus de 8 heures et qui se terminera par l'inauguration d'un nouveau tronçon du métro express régional au cœur même de Paris. Provinciaux, attention, ce journal n'est pas destiné aux seuls Parisiens, non. La visite présidentielle n'a pas pour but d'accréditer l'idée d'une place privilégiée pour la capitale et pour sa région. M. Pompidou le disait hier soir à la télévision régionale, car Paris est aussi une région, l'aménagement des provinces est tout aussi important, mais Paris et sa région, avec leurs 9 millions d'habitants, sont le pôle économique qui fait équilibre entre la France d'une part et des régions suréquipées, comme le sont celles du nord-est de l'Europe. Alors le rôle que joue Paris bénéficie à l'ensemble des provinces. Ajoutons pour notre part que la vie n'est certes pas toujours facile à Paris et que s'ils réussissent de grands projets comme celui mis en œuvre par le district de la région parisienne, de grands projets semblables amélioreront la qualité de vie. Et cette amélioration de la qualité de vie, chez nous, c'est l'une des toutes nouvelles revendications. La préfecture de Créteil, 5 étages de verre couleur bronze, est l'un des bâtiments administratifs les plus réussis de ceux que visite le président de la République en cette mi-journée. Mais remontons d'abord au début de son voyage parisien. Première étape de ce voyage qui est un petit peu une course contre la montre, l'hôtel de Noirmoutier qui est la résidence du préfet de la région parisienne, M. Maurice Doublet. En fait, on veut, avant le voyage, présenter au président de la République quelques explications, lui montrer les réalisations du district qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Nous avons transposé en quelque sorte sur le terrain le schéma directeur tel qu'il se présentera physiquement, nous le souhaitons tout au moins en 1985. En face, c'est quoi ça, je sais pas. c'est Maquin, c'est front de scène, je sais pas dans la politique. Ah, front de bon, scène. front de scène. C'est Maquin, c'est front de scène. Je suis tout à fait fermé. Nous avons lui montrer ici que... Un peu partout dans l'hôtel de Noirmoutier, il y a des maquettes, des cartes, des plans, des diagrammes. Le préfet de la région parisienne donne à Georges Pompidou des explications. Derrière le président, vous reconnaissez les membres du gouvernement, M. Roger Frey-Bettencourt, Léo Hamon, M. Baumel, M. Marcellin. Au point de vue d'importance, la région parisienne se situe entre la région londonienne et la région Ruhr et la région Le président d'Amsterdam. écoute, demande des détails, pose des questions. Il interrompt M. Doublet parce qu'il ne comprend pas forcément tous les sigles et se refuse même à les retenir tous et demande qu'on lui parle en clair. À 10h40, le président quitte l'hôtel de Noirmoutier et se rend à la première préfecture de la visite, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny. La voici. Il est 11h03, 3 minutes de retard, c'est peu. Le préfet, M. Bolotte, accueille le président, lui fait les honneurs de la maison, qui est très belle. Georges Pompidou s'attarde. On expose au président les réalisations du département. Et M. Pompidou s'entretient quelques instants avec le président du Conseil général et maire de Bobigny, M. Georges Valbon, communiste. Voici la salle du Conseil général. À 11h31, le président partira pour Créteil, préfecture du Val-de-Marne. Il ne fait pas très beau, on ira vite des voitures à l'abri. Après le siège du district, en plein cœur de Paris, après Bobigny, préfecture de la Seine-Saint-Denis, le président de la République se trouve actuellement à Créteil, préfecture du Val-de-Marne.
Le président de la République achève actuellement sa visite. Il prend congé des personnalités politiques, et notamment de M. Ningesser, président du Conseil général. Monsieur le Président, Télémidi, vous êtes actuellement au tiers de votre visite. Quelles sont vos premières impressions, Monsieur le Président? Eh bien, j'ai vu ce matin, après la préfecture régionale, la préfecture de Seine-Saint-Denis, maintenant de Val-de-Marne. Mes premières impressions sont évidemment pour ce qui frappe, c'est-à-dire la construction, les bâtiments eux-mêmes, dont je dois dire la qualité esthétique est tout à fait impressionnante. Et puis, je suis frappé également par le développement qu'on sent partout de cette région parisienne. Partout sortent des grands ensembles, des tours. Ce n'est peut-être pas forcément et uniquement des grands ensembles et des tours qu'il faut construire, mais enfin, on sent la vitalité qui existe en profondeur. Je sens aussi, et tout naturellement, les difficultés. Ces difficultés, elles tiennent, je pense, avant tout au problème des transports. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que le gouvernement a eu raison de donner la priorité pour les années qui viennent à l'amélioration des transports en commun dans la région parisienne, qu'il s'agisse des transports routiers, qu'il s'agisse plus encore probablement des transports ferrés. Je pense à l'allongement des lignes de métro, à leur amélioration, à l'électrification des lignes de la SNCF, à l'établissement d'un meilleur confort dans les gares et dans les trains. C'est, me semble-t-il, ce qui est le plus important, car sans doute il faut créer des emplois, sans doute il faut essayer de les créer près du lieu d'habitation, sans doute il faut essayer de donner une âme aux villes nouvelles et que les gens aient l'impression d'être dans quelque chose d'humain et de vivant, et non point d'être projetés dans des ensembles de béton purement et simplement. Mais encore faut-il qu'ils puissent se déplacer, car la mobilité et la raison même et la qualité indispensable d'une grande agglomération comme est la région parisienne, et pour ça il faut des transports et de bons transports. Et c'est pourquoi c'est une première impression, peut-être changerai-je dans l'après-midi, mais j'en doute fort car j'ai étudié aussi les problèmes auparavant, vous le savez bien. Je crois vraiment que c'est sur les transports que l'effort premier doit être fait désormais. Monsieur le Président, vous aimez Paris, vous aimez le Paris historique, vous avez habité l'île Saint-Louis. Est-ce que vous aimez aussi le Paris que vous avez visité ce matin? Je ne peux pas dire que j'ai visité beaucoup Paris, j'ai plutôt visité la banlieue et les départements limitrophes de Paris. Mais vous savez, il y a d'abord un grand charme dans beaucoup de ces villes anciennes, dont on perçoit mal au premier abord la qualité architecturale et le passé historique, mais qui existe. Et je pense à Saint-Denis en particulier. Et puis je suis aussi un fervent, vous le savez, de l'architecture moderne, à condition qu'elle soit conçue non pas pour faire plaisir aux architectes, mais pour faire plaisir à ceux qui y habitent, à ceux qui y vivent. Je crois que c'est le but fondamental de la construction, c'est d'être utile et agréable pour ceux qui en sont les utilisateurs, et non pas simplement pour avoir des idées esthétiques. Mais il me semble que dans plusieurs cas, on est arrivé à concilier ces deux notions, même si on ne les concilie pas toujours parfaitement. Merci Monsieur le Président. À vous, Jean Lanzy. Étape de l'après-midi, après Évry, nouvelle préfecture de l'Essonne, il y aura Pontoise, Val d'Oise, il y aura Nanterre, Hauts-de-Seine, un bref arrêt au quartier de la Défense et le retour à Paris en métro. Pour notre part, nous examinerons tout à l'heure ce qui a poussé à lancer ce plan de desserrement de Paris, ce qui a été fait jusque-là, ce qui reste à faire. C'est l'actualité du jour, mais elle ne nous laisse pas ignorer les autres éléments de l'actualité que nous présente de la rédaction Jean-Michel Desjeunes. Oui, Jean, et dans cette actualité, on retrouve d'ailleurs le président Pompidou avec une déclaration importante à la veille des assises de l'UDR à Strasbourg. Le chef de l'État a répondu à ceux qui veulent doter le plus grand parti de la majorité d'un président. Pour M. Pompidou, je cite, c'est vouloir revenir à la République des partis. C'était la 4e République, a-t-il dit. Or, l'UDR n'est pas un parti, c'est un mouvement fidèle au gaullisme et qui se renouvelle continuellement. M. Pompidou a également rejeté l'idée de faire du Premier ministre le président de ce parti de l'UDR.
À propos de ces assises de l'UDR, notre confrère Le Monde, dans son édition d'hier, a ouvert ses colonnes à deux gaullistes célèbres. Il s'agissait de M. Michel Debré et de M. Christian Fouché. Le thème à la fois commun et contradictoire des deux tribunes: pourquoi faut-il rester ou ne pas rester au sein de l'UDR? Pour M. Debré, l'UDR est le seul rempart contre le retour aux combinaisons politiques d'il y a quelques années. Dans les colonnes du Monde, au contraire, M. Christian Fouché expose les arguments inverses qu'il a expliqués à Daniel Brem. Monsieur Fouché, dans Le Monde, vous lancez un appel aux compagnons de l'UDR qui étaient les vôtres il y a 9 mois. Or, vous les avez quittés. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Bon, il y a une contradiction apparente parce qu'en effet, j'ai quitté l'UDR. Mais je lui ai appartenu pendant des années, j'y ai tous mes amis politiques et je suis très attentif à ce qui la menace. Et alors effectivement, à la veille des assises de Strasbourg, je fais un appel à mes compagnons, parce que je crois que ce grand mouvement est en danger à la fois de perdre son âme, ce qui est fort ennuyeux quand on en a une, et en même temps d'aller au-devant de grands déboires politiques. Et alors je le dis à ma façon dans cet article. Mais est-ce qu'il n'y a pas là à la fois une critique de l'action quotidienne de l'UDR et surtout de l'action du gouvernement? Non, il n'y a pas du tout de critique systématique. Il y a simplement ceci. Je crois volontiers que nous partageons tous la même foi au gouvernement, au sein du groupe parlementaire et moi-même. Mais que cette foi soit mise en pratique actuellement par le pouvoir, pour appeler les choses par leur nom, vraiment je ne le ressens pas. Et je ne suis pas le seul en France à ne pas le ressentir. Et alors si on me dit, mais dans les circonstances actuelles, il est impossible de mettre cette foi en pratique, eh bien je ne suis pas convaincu. Je suis même convaincu du contraire. Je suis tout à fait sûr que c'est en gardant une fidélité très, très stricte, en gardant une ardeur très vive, en gardant le mouvement en avant, quant à ce qui concerne les grands desseins politiques, les grands desseins sociaux qui étaient à la base même du gaullisme, c'est en agissant ainsi qu'on sauvera un grand mouvement gaulliste et qu'on assurera l'avenir de la nation. France encore, la nuit dernière, les députés ont adopté le budget 1972 par 374 voix contre 95 et 9 abstentions. Autre chose à noter, à la demande des députés, M. Tétinger, le secrétaire d'État au budget, a accepté hier que le dépôt des dossiers d'indemnisation concernant les rapatriés d'Algérie soit prorogé jusqu'au 29 février 72. Il expirait normalement le 5 novembre. Autre titre de l'actualité, vous le savez, l'affaire Fournier, elle n'a pas beaucoup progressé depuis hier. Les Américains semblent s'étonner que les Français aient attendu si longtemps pour interroger le fonctionnaire du SDEC. Il y a une controverse aussi à propos du détecteur de mensonges. Les Américains semblent avoir une très grande confiance dans les déclarations de Roger Delouette, alors que le détecteur de mensonges qui a été utilisé pour ces interrogatoires n'a aucune valeur juridique en France. L'actualité sportive avec les matchs de football d'hier soir, c'était la 15e journée de championnat. Il y a eu 3 victoires en extérieur. Lyon qui a battu Saint-Germain, Paris Saint-Germain par 2-1. Nancy qui l'a emporté sur Saint-Etienne par 3-1, après avoir battu Nice dimanche dernier. Et puis on attendait avec curiosité, bien sûr, le match qui opposait l'Olympique de Marseille et l'équipe de Reims sur le terrain des Rémois. C'est un match qui a peut-être marqué le retour en forme, en tout cas des Marseillais. Victoire par 3-1 pour l'OM. Je vous propose de revenir sur les phases les plus importantes de cette rencontre d'hier soir. Un reportage de notre station de Reims, bien sûr. 21 000 spectateurs ont assisté hier soir à Reims à la victoire de l'Olympique de Marseille par 3-1 devant le stade de Reims. Ce succès, les Marseillais l'ont construit dès la première minute du jeu par Bonnel, qui reprenait à bout portant un centre de Magnusson que Duchesne n'avait pu détourner. Une fois de plus, les Rémois étaient cueillis à froid sur leur terrain, mais ils réagissaient bien en se portant résolument à l'attaque. Rico, fauché à la limite des 16 mètres, obtenait un coup franc. Onis allait brosser la balle et Carnus sauvait in extremis son but. Une erreur de la défense rémoise laissait Magnusson démarquer sur son aile. Le Suédois n'avait aucune peine à tromper Duchesne. 2-0 pour Marseille en moins d'un quart d'heure. Les avants-rémois, à l'image de Bernard Lèche, trouvaient devant eux un Carnus en grande forme. Et sur une contre-attaque d'Odoul, Bonnel, très opportuniste, de la tête inscrivait un 3e but avant la mi-temps. Dès la reprise, toute l'équipe rémoise s'installait dans le camp marseillais. Gallic tirait une première fois sur la barre des buts de l'OM. Puis Zvinka touchait la balle du bras dans sa surface de réparation. C'était un pénalty indiscutable qu'Onis transformait.
Encouragé par ce but, Reims dominait à outrance, mais la classe et la chance de Carnus, comme vous allez le voir sur ce tir de Richard, devaient empêcher toute remontée au score. Bon match dans l'ensemble et succès mérité des Marseillais. À propos de l'équipe de Reims, on ne reverra plus Raymond Coppa sur les terrains de football. Depuis hier soir, en effet, il a donné sa démission. Il a pris en tout cas sa retraite officielle. En tout cas, pour le championnat, pour le classement dans le championnat, cela donne maintenant Marseille en tête avec 21 points et un match de retard. Sochaux en deuxième position à 1 point. Ensuite, ex-aequo à 2 points. Il y a Nîmes, Nantes et Nice. Deux autres choses à noter en sport, la victoire de Cassius Clay la nuit dernière à Houston. Il a battu, comme on s'y attendait, Buster Matisse au point en 12 rounds, une victoire relativement facile. Dans les dernières rounds, Cassius Clay a envoyé Matisse au tapis à 4 reprises. Et puis il y a du volley ce soir à Paris, à 20h30 au gymnase Jean Saraï. Les équipes de l'université de Moscou, les maîtres incontestés de ce sport, du volleyball, rencontreront les équipes du PUC. Un mot du temps encore pour aujourd'hui. Le ciel sera très nuageux sur les régions du nord de la Loire. Ailleurs, de belles éclaircies, notamment sur le sud-ouest, et un franc soleil du côté de la Méditerranée. C'est aussi l'un des titres de l'actualité de cette journée. Ce soir, à 21h, Information Première présentera une nouvelle émission. Il s'agit, Étienne Moujotte, d'une émission qu'on appelle l'actualité en question. Il y aura l'équipage d'Apollo 15 ce soir. Oui, en effet, les 3 astronautes d'Apollo 15, Scott, Irwin et Worden, arrivent cet après-midi à Paris. Et nous profiterons de leur présence ce soir au Studio 101 pour revoir avec eux les meilleures images de leur marche lunaire de juillet dernier. Ces hommes, Scott, Irwin et Worden, nous les connaissons bien puisque nous avons passé près de 2 jours au mois de juillet dernier à les voir marcher et travailler sur la Lune. Nous les connaissons en tant qu'astronautes, mais beaucoup moins en tant qu'hommes. Ce sera donc l'un des objets de l'émission de ce soir, d'essayer de voir un peu qui ils sont. Mais l'actualité en question a aussi un autre but. Elle veut aller un petit peu au-delà de l'événement, et ce soir, le sujet sera donc un peu l'espace en question. Fallait-il se lancer dans un programme aussi coûteux que la conquête de la Lune, alors qu'il y a tant de choses à faire sur la Terre? Les applications pratiques de la conquête spatiale sont-elles aussi nombreuses et aussi variées qu'on a bien voulu nous le dire? Bref, à quoi va servir l'espace? À quoi cela va-t-il nous servir à nous? Pour interroger les astronautes ce soir, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir non pas des intellectuels, mais des hommes d'action, des hommes qui peuvent faire des critiques positives et constructives. C'est pourquoi nous aurons ce soir, pour interroger Scott, Irwin et Worden, un grand chercheur, le professeur Maté, qui est directeur de l'Institut de cancérologie de Villejuif, un grand manager, un grand patron, Antoine Ribou, le PDG de BSN, un grand écrivain, Gilbert Cesbron, et bien sûr, François Closet d'Information Première. Ce soir donc, à 21h, l'actualité en question, en direct du Studio 101, les astronautes d'Apollo 15. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Il nous reste à retourner maintenant à notre édition spéciale. Retour à Créteil où nous retrouvons Jean Lancy. À peine besoin de préciser que l'émission sur l'espace de ce soir, Moujotte la présentera d'un studio, bien au chaud, bien à l'abri. On n'a pas encore mis de journalistes sur orbite. Nous revoici à Créteil, sous la pluie. Le temps ne s'est pas mis de la partie. Mais nous allons maintenant ouvrir l'ensemble de notre dossier sur le district. Donc de l'émission nouvelle aux villes nouvelles, aux préfectures nouvelles aussi, qui se développe aux dépens de Paris. En effet, Paris, à certaines heures, le soir venu, certains quartiers tout au moins, se dépeuplent. Tenez, si l'on parle des Champs-Élysées, on constate que pratiquement les Champs-Élysées sont devenus un grand village. Ici, les Champs-Élysées. Bien entendu, vous connaissez la plus belle, paraît-il, la plus célèbre avenue du monde. Avec ses défilés, ses magasins, ses spectacles, comme on dit dans les dépliants des syndicats d'initiative, cela c'est l'aspect, c'est l'apparence. Mais la réalité, eh bien derrière ces brillantes façades, la réalité est assez différente. 38 500 personnes viennent chaque jour travailler aux Champs-Élysées et quelques dizaines de milliers d'autres se promener. Mais sur ces 2 kilomètres, de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, sur ces 2 kilomètres, on compterait péniblement 300 habitants. 300 personnes qui vivent, qui dorment, qui ont leur domicile aux Champs-Élysées. 300 personnes, c'est la population d'un petit village français. Un village avec des problèmes. Madame la baronne, vous êtes la dernière à tenir salon sur les Champs-Élysées. Oui, vraiment, je ne connais plus personne dans notre coin. Vous avez vécu une partie de l'histoire des Champs-Élysées, Madame de Juncker. Une partie, oui. Vous vous souvenez des premières voitures? D'automobile, pas beaucoup. Vous avez eu tous les grands défilés? Presque tous. Oui. Oui. Nous avons vu le maréchal Foch passer sous l'Arc de Triomphe. Oui. Et surtout la guerre de 39.
Et vous avez vécu la libération de vos fenêtres? Oh oui, et en bas aussi, car nos ambulances ramassaient les blessés. Oui. Qu'est-ce que c'est devenu les Champs-Élysées maintenant? C'est une très belle avenue que j'admire toujours autant. Vous avez toujours autant de plaisir à y habiter? Oui, je ne pourrais pas habiter ailleurs. J'aime mieux quitter Paris. Pourtant, vous n'avez plus vos fenêtres sur les Ah Champs-Élysées. non, nous n'avons plus de fenêtres sur les Champs-Élysées. Mais nous avons une très grande cour et très calme. Ce sont les bureaux qui vous ont pris la moitié de votre appartement. Oui, tous les bureaux, toutes les affaires. Ouais. Vous êtes sur la cour maintenant. Nous sommes sur la cour, mais nous ne nous plaignons pas. Nous sommes très heureux d'être là. Beaucoup de sociétés sont prêtes à payer n'importe quel prix le prestige d'une adresse sur les champs. Résultat, le terrain y vaut 1 million ancien le mètre carré et un bureau s'y vend facilement 900 000 francs le mètre alors qu'il n'en coûte pas la moitié en banlieue sud. Quel que soit donc le loyer d'un appartement, il demeure dérisoire à côté de celui d'un bureau. Mettez-vous un peu à la place des propriétaires. Allô ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je viens de voir que vous aviez sur les Champs-Élysées des bureaux à louer, s'il vous plaît. Oui, pourrais-je savoir leur prix, s'il vous plaît? Ça dépend lequel. Vous avez un 250 mètres au 3e étage du 92 Champs-Élysées. Alors 160 000 par an. 160 000 par an, c'est-à-dire 16 millions anciens. Oui, c'est ça. Oui, et 80 mètres carrés au 5e étage. 50 000. C'est-à-dire aussi 5 millions anciens. Hein. Oui, c'est ça. Bon, je vous remercie, je vous rappellerai sans doute. Merci beaucoup. 3,50. C'est un peu chéro tes poireaux. Ah bah mon gars, tu payes le quartier, là, tu sais bien. Ah c'est ouais, c'est pour les fermes aujourd'hui, hein. Bon, ça va. Excusez-moi, monsieur, j'entends discuter. Vous habitez les Champs-Élysées? Oui monsieur, c'est un petit studio. Oui. Vous payez cher? Bah 47 000 francs tous les 3 mois. Oui. Et pourquoi habitez-vous les Champs-Élysées? Parce que, comme je vous dis, j'habite, ma mère est gardienne, alors... Oui. Vous êtes né là, hein? Je suis né là, oui. Ah bah ça c'est assez rare. Je suis un bébé des Champs-Élysées. Midi, sortie des bureaux. 38 500 bouches à nourrir en quelques instants seulement. Vous enlevez la 2 langes, s'il vous plaît. Et un billet de cornichon. Dites-moi, monsieur, ça n'est pas très simple la vie aux Champs-Élysées. Oh, surtout à cette heure-ci, monsieur, là, vous voyez, c'est la grande bousculade. Le midi, on n'a pas beaucoup de temps. Le soir, c'est beaucoup plus facile parce que ça se vide très vite. Dites-moi tout de suite que je vous ennuie, là. Non, c'est pas le mot, mais enfin, un quart blanc. Mais une langue. Nous sommes un peu bousculés de midi à 2h. Vous savez, toutes les affaires autour des Champs-Élysées, c'est un peu ça, quoi. Vous faites les repas le soir? Non, j'ai arrêté ça depuis 7-8 ans déjà parce qu'il n'y a plus personne dans le quartier à ces heures-là. Tout le monde rentre très tôt chez soi. Nous avons des bureaux dans le coin. Les maisons d'habitation, il n'y a presque personne qui habite. Je suis depuis très longtemps ici, il n'y a plus personne dans le quartier. Ça c'est bizarre, cette façon de procéder. Fin de la journée. 38 500 employés quittent le quartier. 300 habitants demeurent, dont 200 concierges. C'est amusant d'habiter les Champs-Élysées. Bah non, pas trop. Pourquoi? Non, parce que vous savez, on a des petits avaros qui nous viennent de temps en temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la nuit, nous sommes très dérangés. Et encore maintenant, ça va mieux qu'avant. Au début, alors c'était très très dur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on avait les filles. Une fois, je me suis battue avec elles, à minuit, parce qu'elles nous empêchaient les locataires de rentrer. Il y en a une qui m'a dit, ça fait 15 ans que je suis là, c'est ma place, je ne bougerai pas. Alors, elle n'a pas bougé. Le locataire a été forcé de passer de l'autre côté. Une loi biologique bien connue veut en effet qu'une espèce chasse l'autre. L'habitant des Champs-Élysées y est particulièrement sensible. C'est pourquoi il est si difficile d'en apercevoir un seul exemplaire, même dans le grand désert du dimanche matin. C'est le côté anecdotique sans doute, mais c'est un côté qui nous donne tout de même l'une des clés de ce qui se passe en ce moment et de l'action entreprise. Ainsi, à Créteil, ici, on a voulu rompre avec le schéma napoléonien et centralisateur de l'urbanisme traditionnel. Les services publics ont été répartis en plusieurs points de la ville en train de naître, de façon que les quartiers continuent de vivre après que les bureaux soient fermés. Ce n'est que l'un des aspects de l'œuvre du district, entreprise par Paul Delouvrier il y a maintenant 10 ans, c'est l'anniversaire, et poursuivi par le préfet Doublet, qui interviewe Françoise Gilles. Le district, c'est un établissement public qui recouvre Paris et les 7 départements qui l'entourent. 1/5 de la population nationale sur 2% du territoire de notre pays. 1300 communes, dans la moitié en moins de 500 habitants. Et 37% des impôts versés. Plus que cela, en ce qui concerne l'apport au budget national. La première chose, je crois, qu'il faut mettre à l'actif du district,
c'est d'avoir maîtrisé le développement de la région parisienne, d'avoir évité que ce développement se fasse d'une façon anarchique, d'avoir mis de l'ordre, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans le temps et dans l'espace entre l'emploi, l'habitat, les transports et les autres équipements collectifs. Mais est-ce qu'on peut maîtriser la région parisienne? Je veux dire qu'on a souvent dit qu'elle allait grandir ou qu'au contraire il fallait stopper les gens Nous qui... ne voulons pas du tout développer la région parisienne d'une façon démesurée. Nous voulons au contraire freiner sa croissance dans un cadre d'aménagement national du territoire. Mais, quoi qu'en fasse, il y aura 3 à 4 millions de plus d'habitants dans les 30 ans qui viennent dans la région parisienne. Et l'intérêt du district, c'est de faire en sorte que tout ce qui n'aurait pas pu être fait par l'État, les départements et les communes, et qui représente cependant un intérêt sur le plan régional, soit réalisé par le budget du district, qui a des ressources spécifiques, par la taxe locale d'équipement, par une part de l'impôt sur les salaires, et également qui va son budget approvisionné par l'emprunt. Le budget du district va s'élever en 72 à 700 millions de gestion de programme, ce qui va nous permettre de continuer notre politique, notamment en matière de transport et de communication, qui représente environ les 3/4 de notre budget total. Le métro express régional ne sera construit que parce que le district l'a financé à 50%. Le boulevard périphérique, l'autoroute du Sud ont été accélérés grâce à l'apport financier du district. Mais indépendamment de tout ce qui concerne les communications, ce qui est essentiel, et les activités, le district subventionne de nombreux équipements sur le plan socio-culturel, sur le plan sportif, sur le plan d'animation sociale. Par conséquent, je crois que même dans les petites communes du district, on doit sentir l'existence, l'effet heureux de la création de cette institution. Parce qu'en fait, dans ces communes, et même dans des petites villes, on connaît son maire, on connaît son préfet, et qu'est-ce qui correspond à ça pour le district? Il y a le préfet de la région parisienne. La région parisienne. Est-ce que vous allez un peu dans les... Oui, je vais dans les départements, je vais dans les communes. Lorsque l'on fait appel à moi, j'ai le plus grand plaisir à répondre à l'appel qui m'est adressé, mais il est à fait certain que nous avons un rôle de conception, de prévision et de programmation. Comment elles ont réagi, les collectivités locales, à la création du district? Et au début, il y a eu inévitablement une difficulté qui provient du fait que lorsqu'une institution nouvelle s'implante, il y a des réactions de conservation qui sont absolument traditionnelles. Mais je crois que maintenant, on peut dire que depuis 10 ans, le district est entré dans les faits, dans les mœurs, dans les esprits, et que les départements et les communes ont parfaitement compris l'aide que pouvait leur apporter le district, qui doit lui-même s'ingénier d'être aussi près que possible des réalités concrètes et d'être aussi humain que possible. Il y a d'autres réactions qui ne sont pas toutes d'approbation sur l'action en cours et sur la masse de crédit qu'il a fallu dégager pour l'entreprendre. Ainsi, en ce moment, sont organisées plusieurs manifestations par les syndicats CGT, CFDT, par la Fédération de l'éducation nationale, par les partis de gauche également, tous groupés au sein d'un cartel des transports. Ils entendent protester contre ce qu'ils disent la tournée éclair du président de la République, qui n'est pour eux qu'une tournée ayant un caractère publicitaire. Pour mieux comprendre certains des problèmes du district, nous allons nous rendre à la limite de l'un des départements concernés, celui de la Seine-et-Marne, qui a conservé son ancienne préfecture de Melun, et nous allons nous poser la question, être ou ne pas être dans le district, qu'est-ce que cela change? Entre Malesherbes, Loiret, et Buthiers, Seine-et-Marne, il n'y a qu'un pas, la petite rivière Essonne, et une barrière administrative. Car ce filet d'eau est aussi la frontière du district parisien. Malesherbes en est exclu, et Buthiers commence à en ressentir les effets, sans que son maire, M. Debord, sache très bien si ces effets sont heureux. Oh, au début, vous savez, on n'avait pas tellement réalisé ce que ça pouvait être. Et maintenant, on réalise davantage, surtout à Buthiers, en raison de la réalisation d'une base de plein air. Mais nous avons offert 150 000 francs, 15 millions d'anciens francs, c'est-à-dire presque notre budget communal annuel. Si vous n'aviez pas fait partie du district, vous auriez envisagé par vous-même de faire une base de plein air ici? Oh, sûrement pas, non. Qu'est-ce que vous auriez fait? Eh bien, on n'aurait peut-être pas fait grand-chose. On aurait urbanisé une bonne partie du coin où nous sommes d'ailleurs en ce moment, là,
pour en faire des résidences principales pour les uns, résidences secondaires, Pour vous, et c'était même logements ouvriers, etc. Dans la mesure où vous appartenez au district, est-ce que on vous facilite les choses pour, disons, l'industrialisation? Au point de vue industrialisation, non, sûrement pas, puisque nous sommes à proximité du Loiret. Et nous, en Seine-et-Marne et district de Paris, région parisienne, nous avons une taxe qui est imposée à tous ceux qui veulent installer des locaux, soit industriels, soit commerçants, qui est de 50 francs du mètre carré, alors que de l'autre côté, à 1 kilomètre d'ici, cette taxe n'existe pas. Nous avions de gros problèmes d'installation à Malesherbes, de vieux locaux, et j'avais trouvé cet emplacement. Vous êtes dans une entreprise de mercerie. La mercerie, bonnetterie, chaussures en gros. Oui. Il nous faut à peu près 4000 mètres carrés couverts pour implanter un nouveau magasin. Ce terrain était à un prix abordable, mais malheureusement, le district parisien, lui, nous impose une taxe de 50 francs au mètre carré. Nous avons constaté qu'il était impossible de s'implanter, alors qu'à Malesherbes, ville hors district parisien, on peut s'implanter tout en touchant, au contraire, une prime de décentralisation. C'est-à-dire que entre ici et Malesherbes, il y a 3 km et une différence de plusieurs millions, Plusieurs millions. Parce que si je calcule bien, 50 francs par 4000 mètres... ça fait déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous avez l'impression, vous, d'être une partie intégrante de la région parisienne? Non. Je vous dis, le district nous a permis de faire certaines réalisations, mais par contre, évidemment, on participe, tout en étant du district et dans un milieu rural, on participe aux réalisations directement parisiennes. Alors on paye un impôt, bien sûr, il n'est pas tellement élevé, mais enfin il existe. Alors ça fait partie des inconvénients. À Malesherbes, de l'autre côté, on ne regrette pas le district, mais on se sent loin aussi des centres de décision, car il est difficile de vivre dans les zones franches de l'administration. Moi, je pense de mon côté que nous aurions peut-être eu intérêt, à être raccordés au district. Parce que nos départements du Loiret, nous sommes à l'extrémité du département et nous avons très souvent l'impression d'être absolument rejetés par la préfecture pour toutes sortes de choses administratives, HLM, etc. Nous sommes absolument rejetés en haut lieu. Finalement, le district, c'est un peu la... Enfin, donc, en ce qui nous concerne, nous, Malesherbes, ce serait rattaché à Paris. Or, Paris, c'est près, 80 km évidemment, mais dans la région parisienne, 80 km, c'est une énorme densité de population, et on est un peu au bord, finalement. Donc, on a plutôt intérêt à en être carrément à l'extérieur que être les oubliés de la limite, finalement. Mieux vaut carrément ne pas en dépendre que d'en dépendre mal. Ce n'est pas facile, évidemment. Quand on en est, on trouve que ça revient cher, et quand on n'en est pas, on estime qu'on est oublié. Chacun à Paris est un petit peu de son quartier. Ainsi tenait, quand nous avons appris à Télémidi que nous pouvions venir à Créteil, nous nous sommes demandé, la plupart d'entre nous, mais Créteil, où est-ce? Et nous avons dû regarder sur une carte pour trouver l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et le Val-de-Marne dans lequel nous sommes, je suis persuadé que dans les autres départements, c'est un nom et c'est tout. Et autour de Paris, c'est quelquefois un numéro, celui qu'on lit sur les voitures. Ce Val-de-Marne, peut-être faudrait-il mieux le présenter aux habitants d'Oléron, de Virieu, de Carpentras. C'est ce que nous allons faire. Le Val-de-Marne n'existe sur les cartes de France que depuis 7 ans. Son préfet ne signe des cartes grises et des passeports que depuis 6 ans, et même il n'est devenu un vrai préfet, un préfet à part entière, que depuis 3 ans. C'est donc un jeune département. Pourtant, c'est ici, dans les Hautes-Bruyères, près de Villejuif, que se sont installés les premiers Parisiens. C'était à l'époque néolithique. 7e département de France, le Val-de-Marne est presque aussi peuplé que le Rhône ou le Pas-de-Calais. Avec 1 300 000 habitants, dont un tiers à moins de 20 ans, il est 10 fois plus peuplé que l'Ariège et 20 fois plus peuplé que la Lozère. Si le Val-de-Marne a conservé son caractère champêtre au sud-est, il est en revanche très industriel au nord-ouest, là où il commence déjà à s'appeler Paris. Paris, dont les bureaux ou les ateliers attirent chaque matin un tiers des travailleurs du Val-de-Marne. Ce discret département est aussi celui des records. Un record du monde, le plus grand marché alimentaire à Rungis,
3 records d'Europe, le plus grand centre commercial d'Europe à la Belle Épine, la gare de triage la plus moderne à Villeneuve-Saint-Georges, le plus grand aéroport d'Europe continentale à Orly. Eh bien, voyez-vous, je viens d'apprendre que Rungis, c'était dans le Val-de-Marne. Je ne le savais pas. On ignore toujours la géographie, encore plus quand elle est toute récente. À préfecture nouvelle, préfecture de Créteil, où le préfet Lanier nous a très gentiment donné l'hospitalité, remercions-le. À préfecture nouvelle et à cité nouvelle, une étude à faire, Jean-Paul Sauté. Abandonnée depuis 1870, la banlieue restée maudite, synonyme parfois de liberté en pavillon, elle est souvent l'équivalent d'un affreux dortoir sale et inorganisé. Créteil faisait partie de cette banlieue-là. Depuis, les choses ont sinon changé, du moins évolué. Créteil est devenue en 1965 la capitale d'un nouveau département, le Val-de-Marne, et cette année-là, des hommes ont pensé que s'ils réussissaient la préfecture, ils réussiraient le département. La première partie du programme est en cours. Tout a commencé sur un terrain vague, sablonneux, aux portes du vieux Créteil. Les maraîchers y cultivaient salades et radis pour les Parisiens. Mais une préfecture sur un terrain vague ne peut être qu'une préfecture vague, sans âme. C'est alors que naquit le nouveau Créteil. Il allait apporter la vie à la préfecture et par là même au nouveau département. Ce projet est celui de 2 hommes, le député maire de Créteil et un banquier. Devenu promoteur d'une ville de 60 000 habitants, ils ont voulu une ville à la dimension des hommes, une vraie ville équipée et non un dortoir. Indépendante de Paris, elle donnerait sur un lac de 3 km de long et sur un parc de 150 hectares. Un rêve qui reposait sur une base solide. Le banquier était enthousiasmé et fortuné, le maire obstiné et influent. Grâce à une société mixte où la municipalité est majoritaire, un mariage public-privé réussi, la ville sortira de terre dans les temps. Chaque quartier est confié à un architecte différent. L'ennui, en tout cas, ne naîtra pas de l'uniformité. La ville surgit donc comme prévu, mais d'une terre ingrate. Il faut aller chercher les fondations à 18 mètres. Conséquence, le budget s'enlise quelque peu. Il faudra construire davantage, grignoter l'espace et le rêve. L'an prochain, 2000 familles vivront ici, dans un quartier pourtant bien à elles, sans voiture. Il sera le quartier du palais de justice. Livrés en juin dernier, les appartements du quartier de la Croix-des-Mèches abritent déjà 710 familles. La grande surface commerciale est à 2 pas. L'école accueille les enfants. La place du village est pavée de bonnes intentions. La voiture n'a pas droit de citer. Le gazon est en principe semé. Le quartier est bien vivant. Vivant au point que les voisins de palier ont déjà fait connaissance et des conversations sont nées quelques critiques. Les finitions ne le sont pas vraiment, l'école très belle pourtant n'est pas assez grande, la crèche n'est pas tout à fait prête, des détails sans doute, mais ils ont leur importance. Les promesses faites donnent droit à l'exigence. Je trouve que pour ici tout est à peu près bien conçu, seulement je regrette que les jardins et surtout l'école ne soient pas terminés, parce que ça gêne beaucoup. Vous avez des problèmes avec les enfants alors? Oui, pour les jeux. Par exemple, les enfants n'ont rien pour jouer. La plupart des copropriétaires ou locataires du quartier se plaignent du manque d'espace vert. Et le parc régional de 150 hectares? D'après ce que nous savons, on n'est pas du tout commencé. Et il paraîtrait que ce parc ne verrait pas le jour tel qu'il avait été prévu au départ. C'est un problème de crédit? Ça serait un problème de crédit. Évidemment, c'est une opération qui n'est pas rentable, donc on risque de sacrifier le parc. On a des problèmes de ravitaillement parce que Carrefour, c'est bien joli, mais il faut au moins 1 heure pour acheter un morceau de viande et une baguette. Pas de petit commerce, du moins pas tout de suite, mais qui voudra ouvrir une boucherie à 2 pas d'un centre commercial de 100 000 mètres carrés? Livrée en tout cas en temps voulu, la faculté est ouverte depuis la rentrée. Elle accueillera au fur et à mesure de leur arrivée les enfants, les étudiants du nouveau Créteil qui de la maternelle au lycée ne quitteront pas leur quartier. À 2 pas aussi, l'hôpital déjà en activité. L'hôpital est le centre hospitalier universitaire qui peut accueillir 1500 futurs médecins. Retardé quelque peu, le terrain n'est pas facile, le métro. La ligne numéro 8 Charenton-Ballard, prolongée aujourd'hui jusqu'à Maison-Alfort, desservira l'hôpital en 73, la préfecture 1 an plus tard. Le nouveau Créteil sera alors à une demi-heure de l'Opéra. Pour l'instant, le bus remplace le métro. La circulation urbaine est limitée à l'accès aux parkings qui, cette fois, seront suffisants, 1,5 place par logement. Les parkings extérieurs sont prévus, d'un prix de revient modique, ils seront utilisés au maximum. Les locataires du jour ne seront pas ceux de la nuit. Le rêve des promoteurs est celui
d'un prêt à vivre. Les usines déjà sorties de terre leur donnent en partie raison. 2000 emplois sur place pour seulement 710 familles installées. Le contrat est rempli. 200 000 mètres carrés de bureaux et d'autres usines désembouteilleront Paris d'ici à 3 ans. C'est-à-dire les 3 premières années, j'ai travaillé Villejuif. Et c'est loin par rapport à Créteil? Nettement plus, oui. C'est-à-dire Villejuif, je mettais 2 heures de transport pour y aller le matin et 2 heures l'après-midi. 4 heures de transport aller-retour donc dans la journée. Oui, oui. Et maintenant les choses ont changé car vous nettement, travaillez... oui, parce que je travaille, vous voyez, presque en face de la préfecture. C'est nettement plus avantageux pour moi. Et la préfecture se trouve à combien de votre domicile? Oh, ici à 5 minutes. Vous habitez où? Juste en face. Voilà, tel est ce nouveau Créteil partagé entre le rêve de 75 et la réalité de 71. Certaines agglomérations, c'est encore pire, hein, bien sûr. On va quand même pas dire qu'on est superbement malheureux ici. Enfin, c'est pas mon rêve, hein, c'est pas mon idéal, de toute façon. Le rêve existe-t-il? Jean-Paul Sauté vient de parler du problème des transports, le cauchemar de bien des Parisiens. Pour illustrer ce problème, nous avons, avec l'une de nos équipes et Hervé Chabalier, nous avons suivi au petit matin Guy Pouliguen, l'un des employés de l'EDF parmi tant d'autres, et nous l'avons suivi au moment où il quittait son pavillon de la Queue-en-Brie, tout au bout du département. Il est quelle heure là maintenant? Il est 7h moins 10. 7h moins 10. Tous les matins vous partez à cette heure-là? Oui, en général, toujours. En principe, dans combien de temps vous êtes à votre travail à Paris? Eh bien, disons que j'arriverai à Paris vers 8h, 8h30, suivant le lieu de travail, parce que je change tous les jours, alors ça dépend. Ça fait 3 heures par jour à peu près. Et ça se décompose comment, votre voyage vers Paris? Eh bien, le matin, je prends le car un peu plus loin, là. Alors d'abord la marche à pied, là. D'abord un peu de marche à pied, bien sûr. Je prends le car un peu plus loin, qui nous emmène jusqu'au RER. Et ensuite, eh bien, nous prenons le RER. Et enfin le métro, bien sûr. Et, mon Dieu, bon, c'est le trajet de tout un chacun ici à la Queue-en-Brie. Vous en avez tous les combien d'écart en général ici? Eh bien, toutes les 25 minutes environ, aux heures de pointe. Aux heures de pointe, sinon, dans la journée, eh bien, nous en avons toutes les heures et les heures et demie. Les heures et demie, oui. C'est à peu près ça. Ça fait longtemps que vous faites ce trajet, là? Eh bien, maintenant, ça fait 11 ans que je fais ce trajet. Ça fait 11 ans que je fais ce trajet-là. Alors, où est-ce que vous allez avec ce car, exactement? Je vais jusqu'au RER, là. Champigny, RER. RER à Champigny, oui. Vous mettez combien de temps, en général, pour aller là-bas? Entre 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend. Ça dépend des embouteillages. Guy Pouliguen est donc un habitué du trajet. Chaque matin, il mène une véritable bataille contre le temps, les kilomètres et les encombrements. Pour effectuer 2 fois par jour les 7 km qui séparent la Queue-en-Brie du RER, il paie 11 francs par semaine à la compagnie de cars privée CEA Uniroute. La carte hebdomadaire qui lui permet de prendre le RER et le métro coûte, elle, 13 francs 50. Chaque mois, il dépense donc 98 francs pour aller à son travail. Mais l'aspect financier n'est pas le plus important. Guy Pouliguen passe 660 heures par an dans les moyens de transport, ce qui équivaut à 3 mois et demi de travail. Alors depuis Champigny jusqu'à Nation, vous avez combien de temps par le RER? 20 minutes environ. Dans des conditions de confort? Dans des conditions égales à celles du métro, normalement. On ne peut pas dire qu'on n'est pas assis en général, enfin. Reste maintenant le métro, 40 minutes au moins pour se rendre à la porte de Vanves. Ce soir, ce sera le même périple en sens inverse. D'une façon ou d'une autre, l'aventure est la même chaque jour pour tous ceux qui résident dans la région de la Queue-en-Brie. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000. Dans très peu d'années, ils seront 10 000. Pour les habitants de la Queue-en-Brie qui veulent éviter cette course au RER, il existe 2 autres possibilités pour aller à Paris. Tout d'abord, la route par la Nationale 4 qui se trouve à 800 mètres d'ici.
En tout, 16 km, souvent des travaux, beaucoup de feux rouges et de traversées d'agglomérations difficiles, comme celle de Champigny et de Joinville, sans parler bien sûr des bouchons monstres qui se forment chaque matin et chaque soir au pont de Charenton et de Joinville, et se déplacer en automobile coûte cher. Il faut en moyenne 40 francs d'essence par semaine au Caudassien qui veut se rendre avec sa voiture personnelle à Paris. Il lui faut aussi beaucoup de patience et beaucoup de chance pour trouver dans Paris une place de stationnement. Reste alors le chemin de fer. 2 gares desservent la région de Queue-en-Brie. La première se trouve à 5 km 700 d'ici, c'est la gare de Villiers-sur-Marne. L'autre se trouve à 3 km 200, c'est la gare de Pontault-Combault. Mais dans l'un ou l'autre cas, c'est aussi délicat, aussi difficile de prendre le train quand on habite Queue-en-Brie. Ainsi, pour aller à la gare de Villiers, il n'existe aucun moyen de transport. Reste bien sûr la voiture personnelle, mais les places de parking sont très rares et les diesels qui relient Villiers à la gare de l'Est sont lents. À la gare de Pontault-Combault, pas d'électrification non plus. Toutes les rues avoisinantes, elles, ont été placées en zone bleue et les usagers doivent donc obligatoirement laisser leur voiture dans un parking payant qui vient d'être construit sur un champ de betteraves. Et aujourd'hui, les Caudassiens qui se sont regroupés en comité de défense des usagers et des transports réclament en toute priorité la création ou la prolongation d'une ligne d'autobus RATP qui les mènerait à moindre frais à la gare de Villiers-sur-Marne. Cette prolongation de ligne qu'attendent avec tant d'impatience les Caudassiens, les habitants de Maisons-Alfort l'ont obtenue il y a 1 an. Du même coup, ils ont pu se lever un peu plus tard pour partir à leur travail à Paris. Est-ce que vous avez été satisfait de la prolongation de cette ligne ici? Pour moi, personnellement, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord un gain de temps. Alors, combien de temps à peu près? Avec ce que je faisais précédemment, facilement 20 minutes, une bonne demi-heure dans la journée. Enfin, maintenant, c'est raccourci d'une demi-heure. Vous deviez aller prendre le métro où ça avant? De Bonneuil. Bonneuil. C'est-à-dire vous deviez faire beaucoup de marche à pied, vous alliez en bus? Je prenais l'autobus, le 204. Oui, et vous y avez des embouteillages et c'était plus long? Oui, parce que jusqu'à Charenton, ça allait, mais pour passer le pont de Charenton, c'était... Une station de métro en plus, quelques arrêts de bus supplémentaires pour des milliers de banlieusards, c'est une véritable libération. Bien, je pense que nous avons un petit ennui de liaison avec Créteil, où se trouvait, vous le savez, notre ami Jean Lanzy. Nous parlions du métro à l'instant. Il y a tout de même des innovations qui datent d'aujourd'hui et que va visiter justement Monsieur Pompinou dans le courant de la journée. Il s'agit bien sûr du RER. Le 23 novembre prochain, en effet, le tronçon Étoile-Aubert sera mis en service. Il s'agit de ce réseau RER. Il suffira de 2 minutes 30 de parcours pour aller de la place du Général de Gaulle, de l'Étoile, au quartier de l'Opéra. Touriste, c'est la nouvelle station du RER, la station Aubert, située au cœur du triangle Saint-Lazare, Opéra, Madeleine. Le nouveau tronçon du RER relie directement la Défense à Aubert, soit 7 km, en 7 minutes. Moins de 3 minutes pour relier ces 2 centres d'affaires distants de 3 km, Étoile et Aubert. La station Aubert, c'est un véritable complexe souterrain dont la construction aura demandé 5 ans. Longueur 225 mètres, 36 mètres de profondeur, 4 km de couloir, desservi par 73 escaliers mécaniques et 15 ascenseurs. Trafic prévu, 50 000 voyageurs par heure dans le meilleur confort. Bien, toujours pas de liaison avec Créteil. Il nous reste un rendez-vous pour conclure ce télémidi, vous le savez, c'est la Bourse de Paris où nous allons retrouver Gérard Vidalanche. Eh bien, voici une 7e séance de hausse à la Bourse de Paris. Donc, un marché qui s'est réveillé, qui s'est animé, et l'on constate donc des hausses assez sensibles sur un grand nombre de valeurs françaises, sauf sur les grandes valeurs chimiques, soyons tout de même objectifs. Il y a des mouvements assez sérieux de hausse, mais il y a tout de même ce grand compartiment de la cote qui reste encore réservé. Alors on s'est beaucoup entretenu ce matin des prévisions qui ont été fournies par l'OCDE, par les experts
du marché commun. En ce qui concerne l'activité économique pour le premier semestre 72, vous savez qu'on parle de ralentissement économique, de récession et même de crise, eh bien pour les experts, il y a tout de même des prévisions qui sont intéressantes à noter. Bien sûr, ce sont des pronostics et ils doivent être entendus, toutes choses restant égales, donc sauf perturbations nouvelles sur le plan monétaire et bien sûr avec leurs répercussions psychologiques. Alors pour la France, il y aurait une augmentation de 5,25% de la production, ce qui est un taux de croissance tout à fait honorable. En revanche, pour l'Allemagne et l'Italie, taux de croissance beaucoup plus faible, environ 2%, et c'est aux États-Unis que la croissance serait la plus élevée avec un taux de 6%, ce qui montrerait que les Américains, selon les experts du marché commun, seraient vraiment sur la voie du redressement et de l'assainissement financier. Grande-Bretagne, croissance plus modérée de l'ordre de 3%. Vous voyez qu'une affaire comme Eugene Kuhlmann dans le groupe chimique est pratiquement stable. Rhône-Poulenc a même baissé et Saint-Gobain, dont vous ne verrez pas les cours, eh bien, est en légère baisse, 1 franc, alors que toutes les autres valeurs sont en gain tout de même assez appréciable. Une nouvelle qui sera rendue officielle, c'est le rapprochement entre Ricard et Pernod. Pernod a acheté en bourse des actions Ricard, environ 9% du capital, et comme la société s'est assurée une option sur la participation que détenait Paul Ricard, le principal actionnaire de Ricard, une participation qui était de 25%, eh bien Pernod aura donc à sa disposition environ, enfin plus du tiers du capital de Ricard, et c'est ce qui permettra un rapprochement entre les deux maisons, étant entendu bien sûr que les deux sociétés conserveront leur indépendance commerciale. En ce qui concerne les pétroles, je vous signale tout de même le cours des Galeries Lafayette, 131 contre 126. Ce titre a été réservé à la cotation, à l'ouverture, hausse aujourd'hui de 4% sur ce titre qui était très déprécié, alors que l'Aquitaine remonte à 570. En ce qui concerne les pétroles, en Libye, les Libyens ont imposé aux compagnies pétrolières une augmentation autoritaire de 5% des impôts et des redevances en arguant que le dollar s'étant déprécié d'environ 5%, eh bien, il fallait revaloriser les redevances, comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bien entendu, cette décision unilatérale ne fait pas l'affaire des compagnies et il y a actuellement une petite, pas guerre larvée, mais enfin une certaine agitation autour de ces redevances pétrolières. Quoi qu'il en soit, une réunion est prévue à Vienne le 22 novembre entre précisément les États arabes et les compagnies pétrolières. Il devrait y avoir donc une solution au sujet de cette dépréciation du dollar. Lafarge, pratiquement inchangé, 189,90, tout de même avec un petit gain léger. Saint-Gobain, comme vous le voyez, 130 contre 132. Roussel-Uclaf a publié ce matin des indications sur ses résultats pour 71. Ils seront comparables à ceux de 70 et la société confirme qu'elle fermera, qu'elle a l'intention de fermer son usine de la Plaine Saint-Denis en 72, ce qui va entraîner des licenciements. C'est une usine qui a été apportée par la CIFA au moment de la fusion Roussel-Uclaf-CIFA. C'est une usine qui n'était plus rentable, qui n'était plus adaptée à sa production. Valeurs étrangères, des hausses, comme vous le voyez, et surtout du côté des valeurs américaines, car New York est un peu mieux depuis quelque temps. Marché de l'or, encore en repli aujourd'hui, 10 francs de moins sur le lingot à 7525, tandis que le Napoléon fait un mouvement de bascule inverse, gagne 20 centimes aujourd'hui à 61,40. La rente Pinet vaut 164 francs 90 aujourd'hui. Je signale que, compte tenu de l'indexation sur le Napoléon, les obligations devraient être reprises à un prix d'environ 170 francs. Il y a donc un écart. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Bien, je pense, Gérard, que nous allons retourner tout de même à Créteil, puisque j'aperçois maintenant sur nos écrans de contrôle Jean Lanzy qui a l'air d'avoir froid d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une raison. Oui, Jean-Michel, il fait assez frais, il continue de pleuvoir. J'ai entendu parler d'alcool pendant la chronique boursière, ça ne va pas nous faire de mal dans quelques minutes. Nous voici donc à Créteil et nous sommes là pour conclure après un petit court-circuit qui nous a privés de votre présence pendant 7 ou 8 minutes. Nous jetons un dernier coup d'œil sur ce Créteil. Créteil, préfecture, sortie. La préfecture, je crois qu'elle a été construite en 2 années et demie à peu près, et qui est un exemple d'aménagement de ce qui se fait en ce moment dans la région parisienne.
La décision a été prise il y a 10 ans, c'est le 10e anniversaire. Peut-être pourrions-nous nous donner rendez-vous pour dans 10 ans, en souhaitant qu'à l'heure il y ait un peu moins de pluie qu'aujourd'hui, en espérant aussi que dans cette ville nouvelle qui sera devenue réellement une ville tout installée avec ses moyens de transport, avec l'ensemble de ce qui fait une ville moderne, il y ait tout de même un peu moins de bruit, d'embouteillage, de fracas, de pollution qu'il y en a à Paris aujourd'hui. Voilà le souhait de la fin. À demain.